J'appellerai maintenant M. Guy Provost de Trois-Rivières. Bonjour, M. Provost. Bonjour, M. Zayed. Ma question est un peu directe. Ah, c'est rare que je suis confronté à des questions directes. Là. Est-ce que TransCanada va modifier le tracé de l'oléoduc près de ma résidence à Saint-Étienne-des-Grès, dont le conseil municipal refuse le passage? J'aimerais avoir un oui ou un non. Est-ce qu'ils vont modifier le tracé? Monsieur Bergeron. Juste. Monsieur le Président, je vais demander à M. Saint-Laurent de répondre à la question. Merci. Monsieur le Président, on a examiné, parce que M. Provost nous a déjà fait part de ses préoccupations. Donc, on a examiné la possibilité dans le secteur de Saint-Étienne-des-Grès et compte tenu de différentes contraintes dans le secteur, pour le moment, il n'est pas prévu de modifier le tracé. Ça a été expliqué à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Donc, les discussions vont quand même se poursuivre, mais pour le moment, le tracé qu'on propose, c'est vraiment celui qu'on pense qui est celui de moindre impact. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, on change de la théorie à la pratique. Nous avons un cas type, nous avons parlé notamment de cette semaine et nous allons sûrement en parler ce soir, du genre de négociation que TransCanada et Oléoduc Énergie Est a avec les propriétaires. Dans un cas comme celui-ci, quelle est l'alternative ou quelles sont les options qui restent maintenant à la disposition, accessible à M. Provost, si jamais il n'y a pas d'entente? Il y a tout un processus avec l'Office, Monsieur le Président. Non, mais avant d'arriver à l'Office... C'est ça, oui, OK, bien, c'est ce que je voulais. Je voulais peut-être réexpliquer un peu ce que j'ai tenté d'expliquer plus tôt cette semaine, c'est que on a des grandes variantes de tracés qu'on étudie et graduellement, on s'approche d'un tracé de plus en plus définitif. Mais comme je mentionnais l'autre soir, il n'est jamais final tant que la construction n'est pas commencée. C'est-à-dire qu'on peut, faire des ajustements, et c'est arrivé dans des projets précédents où on a fait plusieurs ajustements. Même après avoir obtenu tous les permis, on a quand même fait certains ajustements parce qu'il y a eu des opportunités d'amélioration. C'est certain que si on prend lot par lot, il y a des enjeux, il y a des contraintes, il y a des préoccupations, et c'est clair que si on demandait à chaque propriétaire l'endroit idéal, bien, on se retrouverait avec on ne serait pas capable de se brancher d'un terrain à l'autre. Donc, il faut évidemment faire une optimisation et une étude un peu plus globale par région. Dans le dossier précis ici, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de travail au niveau des inventaires, les boisés, les zones les zones marécageuses ou les différentes zones, les distances des habitations, et on essaie de trouver encore une fois le tracé de moindre impact. Maintenant, les discussions peuvent toujours se poursuivre et l'objectif, c'est d'arriver avec le tracé de moindre impact possible en étant conscient qu'il y a toujours des impacts. Mais c'est un processus continu, c'est un processus de discussion. Et moi, par expérience, je peux vous dire que j'ai vu des situations où on avait l'impression qu'on était dans une impasse et qu'on a trouvé une solution. Fait que si on se parle, si on continue à échanger, on peut toujours améliorer le projet. Il va toujours avoir des impacts, mais on peut les minimiser. Est-ce que vous avez continué à échanger avec M. Provost? Je n'ai pas la teneur des dernières discussions, les dates des dernières discussions, mais comme j'ai aussi présenté plus tôt cette semaine,
L'entreprise a volontairement choisi de réduire ses activités sur le terrain avec les propriétaires parce qu'on a beaucoup d'étapes à franchir. Je vous ai parlé éventuellement d'une entente avec l'Union des producteurs agricoles. Il y avait le BAP, il y a la Commission de protection du territoire agricole. Fait qu'on a choisi de ralentir les efforts à ce niveau-là, finir nos devoirs comme certaines personnes nous l'ont demandé. Et par la suite, on pourra reprendre les discussions avec les propriétaires. Et c'est toujours le tracé, l'emplacement exact du tracé, les mesures d'atténuation, c'est toujours, ça fait toujours partie des discussions. C'est un des sujets sur lesquels là, on peut passer 3, 4, 5, 6 rencontres lorsque nécessaire. Alors, c'est sûr que c'est un processus qui est long, qui doit se faire via des échanges de part et d'autre. Mais moi, je peux vous dire que l'entreprise a mis beaucoup d'efforts pour vraiment bien documenter toutes les caractéristiques de chacune des propriétés. Et c'est avec ça qu'on travaille, mais il faut continuer à échanger avec les propriétaires. Est-ce que vous avez... est-ce que... Oui, j'aurais une sous-question. Juste un moment, M. Provost. Merci. Ça va? Monsieur Provost, comme vous êtes le dernier intervenant, je vais accepter votre sous-question. Merci. Vous parlez plus tôt cet après-midi de la distance d'un gazoduc avec un oléoduc. Moi, près de mon terrain, ma résidence, où, soi-disant, la réponse est non, ils ne changeront pas le tracé, il y a un gazoduc présent. Et la distance du gazoduc avec l'oléoduc, c'est 12 pouces. 12 pouces? 30 cm. En dessous du gazoduc, l'oléoduc va passer. Cette information vient de M. Veilleux, que j'ai rencontré le 29 juin 2015, à 10 heures l'avant-midi. Alors, c'est très précis, les informations qu'ils m'ont données. Moi, j'ai demandé à TransCanada par écrit de faire analyser mon eau à tous les 2 ans. Ils me l'ont refusé. Ça va être moi qui va être obligé de goûter l'eau si elle goûte le pétrole pour la faire analyser. Alors ça, M. Zayed, j'aimerais que vous feriez une recommandation là-dessus de faire analyser l'eau obligatoirement par TransCanada s'il passe près de ma résidence. Et le danger d'un gazoduc à 12 pouces, d'un oléoduc souterrain, je pense que c'est assez important pour s'attarder. C'est à la jonction de l'autoroute 55 au nord de Trois-Rivières. J'aimerais vous informer, M. Provost, que tous les propos qui ont été tenus ici pendant la première partie de l'audience, tout comme lors de la deuxième partie de l'audience, la commission va lire toutes les transcriptions, va en faire l'analyse et va donner les suites qui lui semblent les plus appropriées. Maintenant, je reviens quand même avec une question qui m'a intrigué. Est-ce qu'effectivement, la distance entre le gazoduc et l'oléoduc éventuel serait de combien? Monsieur le Président, je vais demander à M. Saint-Laurent d'expliquer. Dans ce cas-ci, M. Provost parle d'une conduite de gaz métro qui est le long de l'autoroute 55, effectivement. Donc, on va la croiser. Donc, pour la croiser, évidemment, on ne peut pas aller à plusieurs mètres. Par contre, dans ce cas-ci, étant donné qu'on traverse en même temps l'autoroute 55, on va faire un forage horizontal et la distance, quoique le code demande un minimum de 30 cm entre deux conduites de ce type-là, va être supérieure à ça parce que le forage va être beaucoup plus bas. Donc, mais actuellement, l'ingénierie détaillée n'est pas faite. Là, je ne pourrais pas vous donner la distance exacte. Mais l'ordre de grandeur? Ça va probablement être un mètre, probablement 1,5 mètre. Là, mais c'est évidemment, lorsqu'on croise une autre conduite, on ne peut pas aller à des profondeurs. Mais on va être en dessous du gazoduc, de la conduite de distribution de gaz métro. Dans l'ordre de 1 mètre, 1,5 mètre en dessous. Probablement, oui. Merci, M. Provost. Je cède la parole à ma collègue, Mme Gisèle Grandbois.